Donc ici, toujours même chose, hein, on a à chaque fois, on a des fruitiers, ils sont mis en quinconce, histoire aussi de permettre d'avoir un ensoleillement maximal. Les arbres vont être taillés de manière à ne pas avoir une couronne qui s'étale en largeur, mais plutôt avoir un port en hauteur. Donc les pépiniéristes vont vous vendre pour la plupart des arbres qui ont été greffés, hein, donc, et qui sont greffés comme on appelle en godet. Donc ils vont prendre un sillon et ils vont mettre 3 ou 4 greffes dessus. Avec un peu de chance, elles prennent toutes les 4. Et donc vous avez un arbre avec ici 4 branches qui partent à partir du haut du sillon. Alors c'est bien, ça fait un arbre bien touffu, mais c'est pas le port naturel d'un arbre. Donc un arbre, quand il pousse à partir d'un pépin, il fait une branche, et c'est sur cette branche que viennent les branches axillaires, et c'est sur ces branches axillaires que viennent les fruits. Ici, on va se retrouver avec un tronc, effectivement, mais tout à coup plusieurs branches, mais qui sont toutes au même endroit. Alors ces branches-là, pendant la vie de l'arbre, elles vont pousser. Elles vont, enfin le tronc il va grandir jusqu'à atteindre sa taille maximale, mais les branches elles vont acquérir une belle taille aussi. Branches sur lesquelles vont venir d'autres branches, et sur ces branches vont venir des feuilles, et entre les feuilles vont venir des fruits. Et à un moment donné, tout ça va peser extrêmement lourd, et il y a une grande chance, voire une chance quasi certaine, que certaines branches se mettent à casser, et que l'arbre, puisqu'elles sont toutes au même endroit, les forces, le poids s'exercent tout au même endroit, et que l'arbre se déchire. S'il se déchire, ben, il est fini, d'accord? Les champignons vont venir se mettre dedans, et à terme, ben, voilà, il est condamné. Donc ce que je suis en train de faire, mais pendant la taille de formation, donc pendant les 5-6 premières années, ce qui va se passer, c'est qu'on va effectivement enlever ces branches pour garder une branche, un axe vertical sur lequel les branches axillaires viendront se développer, mais alors elles se développent un peu en quinconce, et elles ne viennent pas toutes au même endroit. Quand vous avez deux branches qui sont effectivement au même endroit, il vaut mieux en sacrifier une et en garder une seule. Et alors vous allez essayer de garder aussi les branches qui font face au vent dominant. Donc elles vont pousser en direction du vent dominant, de manière à ce que quand ça pousse, ben, ça ne prenne pas encore plus de gîte que ça n'en prendrait. Celle-là va résister en fait, si elle est orientée vers le vent dominant. Donc je vais garder plutôt, si je dois, par exemple sur ce sujet-là, si je dois couper une des deux branches, je vais couper celle-ci, je vais garder celle-là. D'abord elle est plus verticale, mais aussi elle penche plus vers le sud-ouest. Ici on est sur des mûriers, donc vous voyez ce que ça donne une canne de mûrier. Vous pouvez voir à la section de certaines que quand elles ont passé, donc ici on a les cannes qui sont en train de fructifier pour l'instant. Elles font ça facilement 2 cm à 2 cm et demi de diamètre, et une fois qu'elles sont sèches, ben, ça devient du bois dur. Alors vous avez beau avoir un sécateur au Katsune en fer forgé par des samouraïs japonais, à la fin de la journée vous sentez plus votre bras. D'où encore une fois le sécateur électrique. Donc Ferro il peut se foutre de ma gueule, mais au moins au moins à la fin de ma saison, quand j'ai fini la taille de mes fruitiers, j'évite la tendinite. Je me la suis cognée une fois, et pendant 6 mois je me suis traîné une tendinite à cause de la taille. Donc voilà, oui, l'âge aussi. Donc ici, effectivement, mais sur les nouvelles cannes qui sont en train de pousser, qui peuvent atteindre facilement 3-4 mètres, ben on va couper les latérales à 3 yeux, et puis on va les palisser bien droit, ce qui donnera le supermarché à fruits pour l'année prochaine. Donc ici, on a une haie de mûr, ou un mur de mûr. Vous pouvez goûter, hein. Pour des fruits comme ça quand même. Il est là. Donc, c'est assez sauvage. Ce sont des mûriers de culture, donc ce ne sont pas des mûriers sauvages. Ce sont des variétés qui sont plus grosses et plus juteuses, et aussi c'est une variété sans épines. Là-bas on a des muroises, de l'autre côté de la serre, une variété avec épines, une variété sans épines. Je peux vous dire que quand je dois travailler dessus, j'ai ma préférence. Mais donc voilà, hein, on voit après les mûriers, ils sont palissés aussi, ils sont taillés. Et
comme c'est une bisannuelle, c'est à l'aisselle, hein, entre la branche, enfin entre la feuille ici qui va tomber, que se trouve déjà le petit bourgeon sur lequel va pousser une petite branche comme celle-ci. Et c'est sur cette branche que vont venir les fruits. On peut voir que typiquement sur une branche, ici on est à 5, 10, 15, on peut aller entre 15 et 20 fruits en moyenne. Donc chaque fois que vous voyez une petite branche comme ça, vous vous dites qu'il y en aura, enfin une petite feuille, vous vous dites qu'il y aura une branche avec 15-20 fruits l'année prochaine. Et c'est à quelle période que tu tailles à 3 feuilles? Même chose, en hiver, janvier, février. Okay. Donc c'est à cette époque-là aussi que j'organise des petites formations quand je fais ma taille, de faire venir des groupes comme ça, et puis je montre. Et puis j'explique aussi le comportement de la plante. Je rencontre pas mal de gens qui taillent tous leurs arbres fruitiers, enfin tous leurs arbustes fruitiers, framboisiers, etc., quasi au taille tous les ans. Et comme c'est une bisannuelle, ce faisant, ils se privent des fruits de la récolte prochaine, quoi. Donc une fois qu'on comprend ce que c'est un remontant, un non remontant, donc on voit les pieds, hein. Les pieds sont relativement bien écartés l'un de l'autre. Il y a 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30 entre chaque pied de mûrier. Donc le mûrier est drageonnant, il se reproduit sous le sol et tout à coup il ressort. J'ai l'endroit là-bas où j'ai d'autres mûriers, j'en ai partout, quoi, hein. Donc chaque année, on parle de mauvaises herbes. Voilà, ma mauvaise herbe à moi, c'est le framboisier, le mûrier, la tomate, la tagette, enfin voilà, toutes ces choses-là que je suis forcé, quand je ne parviens pas à les valoriser autrement, à dégommer. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ici, voilà, c'est ça, c'est quand on travaille seul ou à pas beaucoup sur un terrain, on a parfois du mal à suivre entre un mot et un autre, je dirais. Et comme ici, on a eu énormément d'eau, il a fallu pallier cet excès d'eau. Et donc, on a eu beaucoup de travail, de désherbage, ce genre de choses-là, parce qu'on se faisait dépasser effectivement par le reste de la végétation au détriment des fruitiers. Donc, on a fait ça et on n'a pas bien ramené les cannes au moment où elles poussaient, on les a pas bien ramenées à l'intérieur du système de palissage. Donc, on va se retrouver avec des cannes. On va voir jusqu'où elles sont encore flexibles et comment est-ce qu'on peut, oui ou non, les ramener dans le système. Si pas, pour l'année prochaine, on va les palisser sur le système externe, sur le palissage externe, et puis l'année d'après, on essaiera de faire mieux. De toute façon, celle-ci, l'année prochaine, elle fructifie et puis elle a disparu. Donc tout ce qu'il y a ici, là où vous voyez qu'il y a des fruits, c'est quand la fructification est terminée, c'est taillé. Voilà. La toilette sèche, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Royal. Alors vous allez probablement vouloir des toilettes sèches sur votre terrain, et il y a une chose à laquelle vous devez penser, une chose primordiale. La vue. C'est vrai qu'on a la petite ouverture panoramique, ça fait un peu, voilà, qui permet de voir la vallée, mais c'est surtout ceci. Le petit dévers intérieur. Presque toutes les toilettes sèches que j'ai jamais vues sont bien droites et donc absolument inconfortables. Parce que quand on va aux toilettes, on plie les pieds derrière soi. Et ça donne un confort. Je vous dis que ça. Oui, on a fait ça à nous deux. Bah oui, mais il me semblait que c'était mon idée. Non. Toi aussi, tu apprends des choses parfois. Non. Quand on parle des circulations, effectivement, il y a de la place entre la haie et la clôture, et donc je passe avec mon tracteur entre les deux. Donc ça me permet d'aller des deux côtés de la haie. Partout autour du terrain, il y a un chemin qui permet d'accéder, même si le chemin est parfois encombré, mais là ça va être un coup de lame et c'est reparti, quoi. Mais ça fait partie des débordements parfois. Donc on a des taupes, j'ai moins de chats, donc j'ai plus de taupes. Avant j'avais pas de taupes, mais j'avais 9 chats. Donc voilà. Pour les petits fruitiers, c'est pas encore trop aussi.
Non, non, non. Et puis bon, voilà, moi, ça me sert aussi de régulièrement, j'ai besoin de terre pour ceci, pour cela, pour en rajouter un peu ici, pour, enfin voilà, pour amender un peu là. Et je viens assez facilement chercher la terre des taupinières. Comme ça, j'ai une terre qui est bien amendée. Ben, on me demandait ce que je faisais avec le bois de taille, etc. Ben, notamment ceci. Donc là, on a un andin. Il est un petit peu caché là par les orties, mais tout le long, là, on a un andin de bois. Donc avec des branches taillées. Une partie est broyée pour faire ce fameux BRF, le bois raméal fragmenté. L'autre partie, effectivement, est simplement mise comme ça en tas. Donc là, on a le tas va pourrir hein, par-dessous. En fait, saison après saison, on met du bois, mais il garde tout le temps la même hauteur, plus ou moins. On marche dessus pour le tasser, il est en contact avec le sol, il pourrit, il se défait par le bas, on en remet au-dessus, et puis c'est un peu comme ça un éternel recommencement. Refuge pour la biodiversité, pour les hérissons, pour choses comme ça. Et puis on en a un là-bas qui est encore assez joli. Pardon? Tu vois des hérissons? Ah oui, oui, on voit beaucoup de hérissons. Vraiment beaucoup. Par rapport à avant, on voit beaucoup de hérissons qui viennent manger aussi les croquettes du chat. Paradis pour eux. Donc voilà, aussi des bacs dans lesquels on va disposer beaucoup de choses et d'autres. Ben voilà, ça permet de gérer. On a aussi un stock de matériaux de construction qui est là, mais qui ne dérange pas trop. Il est dans les orties. Il n'y a pas très longtemps sur toutes ces orties. D'ailleurs, on voit qu'elles ont été bien mangées. Il n'y avait que des chenilles, les chenilles du pan du jour. Donc on voit qu'elles ont été vraiment bien boulottées, mais il y avait que ça en fait. Il y avait que des chenilles partout. C'était des grosses grappes comme ça qui pendouillaient. Maintenant, elles sont parties. Dans le stock de matériaux qu'on a gardé, ben, on a des arbres qui sont venus s'installer, qu'on a gardé aussi, qu'on va essayer de préserver. Ça fait encore un milieu différent. Donc les orties qui sont là, on les laisse hein, en permanence. Donc on ne se bat pas contre ces orties, on veut un milieu. Il faut savoir que dans l'ortie viennent habiter des insectes qui sont vraiment dépendants à l'ortie. Donc c'est sans pas d'ortie, pas ce type d'insectes. Donc notamment les fameuses chenilles là, dont on parlait, s'il n'y a pas les orties, on ne les voit pas. Donc c'est un peu dommage de s'en priver. Et puis ici, ben, on a aussi, ce sont des tas de cailloux hein, qui ont été déversés à un moment donné parce qu'ils ont servi pour de la déco. Ben, c'est un peu notre carrière et en même temps, ben, on a la possibilité d'avoir un refuge pour aussi des petits animaux, des batraciens qui viennent dans les cavités en fait et qui nichent là-dedans. Donc on a un milieu particulier. On a un tas ici, on a un tas là. Et les bacs surélevés, en fait, ils sont là pour faire un petit potager. Donc le but, à terme, hein, on n'y est pas encore, mais le but ici, c'est vraiment de faire un potager avec des légumes perpétuels. Donc soit qui se ressèment par eux-mêmes, donc voilà, hop, ils poussent, graines, pouf, ça tombe, et l'année d'après, c'est reparti. Soit effectivement des végétaux sur lesquels on prélève. Donc il y a toutes sortes de végétaux qu'on n'utilise plus vraiment, qui sont pourtant comme un poireau par exemple, qui est un poireau perpétuel, à savoir qu'au lieu de prendre le poireau, de l'arracher et d'aller le cuisiner, ce qu'on va faire c'est qu'on va prélever des feuilles autour du poireau et on va en prélever sur tous ces poireaux et puis on va aller faire son repas et puis il va continuer à pousser, à refaire des nouvelles feuilles. Donc le cœur devient des feuilles et puis un nouveau cœur et enfin voilà tout ça. Et donc le poireau reste en place, il fournit des feuilles en permanence, on ne prélève pas tout et on cuisine quand même. Donc c'est un peu l'idée du potager avec des légumes perpétuels qui évidemment ne sont plus utilisés aujourd'hui puisqu'on cultive tout à grande échelle et venir prélever sur chaque plante quelques feuilles, c'est juste pas mécanisable. Donc c'est bien à l'échelle d'une famille, d'une grande famille, mais c'est juste
impossible en agriculture, je dirais, conventionnelle ou pour faire du gros. Mais pour un petit potager, c'est nickel. Ce sont des panneaux de coffrage donc, qui ont été récupérés, dans lequel on a mis la terre qu'on a excavée pour faire la mare, pour faire la dalle, etc. Donc on a enlevé la bonne terre, la terre arable pour pouvoir la mettre ici dedans. Et aussi le système d'irrigation vient jusque là, ce qui nous permet d'arroser ici le petit potager sans rien faire. On vient juste ouvrir les vannes et puis donc pour arroser ici, il y a 10 vannes à ouvrir, on va faire autre chose, 10 minutes après, on vient éteindre et c'est fini, quoi, hein. Donc ça c'est le petit potager familial. Et aussi surélevé parce que voilà, comme disait Fabien, étant donné mon grand âge, je préfère effectivement cultiver sur ces bacs. J'ai accès au centre du bac sans faire beaucoup d'efforts, partout où je me trouve. Une brouette passe, donc il y a 80 cm, une chaise pour handicapés aussi d'ailleurs. Le jour où je serai à roulette, je pourrai continuer à exploiter mon potager. Et voilà quoi, hein. Donc ça a été effectivement mis en place de manière à pouvoir être accessible tout autour avec une brouette ou par effectivement des personnes à mobilité réduite. C'était pas une blague. Plus pour l'emplacement même, plus par rapport à l'accès. Alors l'emplacement même, effectivement, c'est parce que de ce côté-là, je mets pas de haie, donc il reste plein sud et donc il a un ensoleillement maximal. Je suis toujours ici dans le coin en train de travailler, donc ça n'avait pas beaucoup de sens d'aller recréer encore un espace potager éventuellement plus près de la maison parce que pendant la journée je suis ici, donc j'ai plus facilement un œil sur mon potager quand il est dans ma zone de travail que quand il est dans ma zone de loisirs où j'ai plutôt tendance à aller me mettre dans un fauteuil avec un bouquin plutôt que de me balader sur le terrain. C'est pour ça que mon ancien potager familial qui est là-bas, c'est devenu une jungle en fait, parce que je m'en occupe tout simplement plus. Enfin, j'ai pas le temps, quoi. Voilà. Ça, c'est le petit tour qu'on pouvait faire sur le terrain. Là, on a planté des haies aussi, quand même, pour essayer de se protéger un petit peu des vents dominants. Le petit parking, puisqu'il y a cette vocation de recevoir des gens, de faire des visites, etc. Donc à ne pas sous-estimer. Vous avez pu voir que ici, le long de cette route, qui est une route de campagne utilisée par les gens du hameau pour aller chez eux, mais aussi du fermier pour passer avec les engins, accéder aux champs, on a une route qui est assez étroite avec un charroi qui peut être assez important parfois et donc difficile de garer des voitures. Donc moi qui reçois des gens qui viennent à des formations, qui reçois des gens qui viennent pour des visites, qui reçois des gens qui viennent chercher mes fruits et mes petits fruits lors des moments d'ouverture, je devais pouvoir les accueillir sans qu'ils doivent aller se garer à Perpète-les-Oies ou sans qu'ils risquent de se faire fracasser leur voiture s'ils la laissent sur la route. Donc on a effectivement utilisé cet endroit-là pour pouvoir garer quelques voitures avec des petites haies autour qui vont pousser, hein, comme elles ont été plantées beaucoup plus tard que celles-là qu'on a vues, donc elles ont que la moitié de la taille, mais cette haie qui est là a été plantée il y a c'était à l'automne, quoi. Et quand on voit, il y a quasi tout qui a repris et tout est bien en forme, donc ça ne va faire que pousser. Quoi d'autre? La mare, ouais, oui. Hein. Donc effectivement, c'est la piscine de mon chien. Donc l'idée, effectivement, c'était d'avoir plusieurs, enfin quand on parle, hein, un élément, plusieurs fonctions. Donc la mare, elle sert d'abreuvoir à chiens, elle sert de piscine pour eux aussi. Elle a un effet miroir, donc elle est placée juste en face de la serre. Les rayons du soleil vont taper là-dedans et vont amener pas mal de lumière. Voilà, on parlait effectivement de petits faucons, donc en voilà un, ils viennent regarder s'il n'y a pas à manger. Donc effectivement un effet miroir qui amène pas mal de lumière dans la serre et donc qui aide aussi au mûrissement et au développement des plantes qui se trouvent dans la serre. On a ici en dessous
Ici, il y a un tuyau, c'est ce qui aide à remplir la mare. Donc, outre les pluies, on la voit vraiment monter quand on a une bonne pluie, mais on a aussi le trop-plein de la citerne d'eau qui vient se déverser directement ici, plus les 2 drains qui sont de part et d'autre de la serre. Donc toute l'eau qui tombe sur la serre va ruisseler le long des parois et vont finir par être captées en partie par les plantes. C'est pour ça qu'on cultive les plantes qui ont besoin d'avoir les pieds au frais, mais pas de trop d'eau. Ben, on les cultive sur les bords et on les arrose presque pas. Avec l'eau qui vient le long de la serre et qui s'infiltre et qui fait un cône, les racines ont suffisamment d'humidité pour aller les chercher. D'ailleurs, quand je vous dis que ce sont que des spontanés, ça veut dire qu'au printemps, on sélectionne les plants qu'on garde. Ce qui veut dire que pendant tout l'hiver, ces plantes ont poussé, ont germé sans être arrosées. Parce que moi, j'arrose pas ma serre l'hiver. Hein. Donc au printemps, moi j'ai des plants qui font déjà 30, 40, 50 cm sans avoir reçu une goutte d'eau, y compris en plein milieu de la serre. Donc voilà, ce sont pour finir, vous gardez ces tomates là qui poussent bien spontanément. C'est un peu ce que fait Pascal Pot en France. Il sélectionne en fait ces tomates qui poussent à travers les cailloux en plein cagnard et il finit par avoir des tomates qui peuvent germer et pousser n'importe où sans devoir être arrosées. Café et froid. Alors il y a 5 couches. Ici on en voit 2. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du treillis, un treillis à poules, et en dessous un feutre. Donc en fait, il y a un treillis à poules, un feutre, le PDM, donc le fameux caoutchouc, et puis un feutre, et puis un treillis à poules. Alors pourquoi? On est en pleine campagne, donc il y a des rongeurs, y compris des ragondins. Alors un ragondin, c'est à peu près cette taille-là, et ça a des dents, je te raconte pas. Donc ces animaux, ben, ils ne rêvent enfin pour eux, le paradis, c'est pas les Seychelles ou c'est pas un petit chalet à Megève. Pour eux, c'est un endroit où il y a de l'eau et de la terre proche et tranquille. Donc ici. Et typiquement, on peut avoir des rongeurs qui vont dans l'eau et qui se disent que c'est super chouette et donc veulent faire leur nid dans la berge, ou on a des rongeurs qui sont dans la berge et qui sentent qu'il y a de l'eau et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de faire une galerie pour arriver dans la flotte. Donc le treillis à poules est là pour empêcher déjà ces rongeurs de faire ce genre de choses. Alors le feutre, il est là pour empêcher le treillis à poules de blesser le PDM. Parce que trou dans le PDM égale eau qui s'évacue par le trou et donc qui détermine le niveau de la mare. Donc le feutre est uniquement là pour empêcher le treillis à poules, qui est quand même un bête treillis en métal qui a été coupé à certains endroits et donc qui a des petites pointes, de faire des trous dans le PDM. Donc le PDM est pris en sandwich dans le feutre et le feutre est pris en sandwich dans le treillis à poules. Voilà. C'est beaucoup plus cher que de simplement mettre un EPDM, mais c'est beaucoup plus durable. Et quand vous avez un EPDM percé, ben donc vous avez le niveau de la mare qui est déterminé par l'endroit où se trouve le trou, hein, puisqu'après l'eau elle pénètre et puis elle va dans le sol. Donc si ça vous plaît pas d'avoir ce niveau d'eau là, ben ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le PDM, vous allez le virer, d'où déchets, etc. Assez difficile à recycler, et puis ça va être un nouvel EPDM qui va tenir le temps qui tiendra. Donc voilà. Ici c'est solution par rapport à ça, de manière à garder la mare. Il y a de la vie dans la mare, hein. On voit les ditiques, on voit les notonectes, on voit les libellules. J'ai entendu une grenouille, je ne sais pas s'il y a des tritons, et on a pas mal de, enfin là elles sont pas là, mais quand elles, enfin il y en a de temps en temps, il y a pas mal d'hirondelles en fait qui viennent ici pour boire, se nourrir et se baigner. Donc je passe pas mal de temps souvent à l'entrée de la serre à regarder les hirondelles, c'est quand même franchement joli à voir. Donc elles viennent, elles ouvrent le bec, elles boivent, ou bien elles ont chopé un autonecte, ou bien alors elles se laissent carrément tomber, plotch, et puis elles s'envolent parce qu'elles viennent se rafraîchir. Les bergeronnettes aussi, c'est pour ça qu'on appelle bergeronnettes, c'est parce qu'elles vivent sur les berges. Donc on en voit pas mal qui viennent se mettre là. Pas de poisson évidemment, parce que qui dit poisson dit fin de la vie dans la mare. Et dit aussi héron qui vient pour bouffer les poissons, et avec le bec qu'il a, vous fait un trou dans votre PDM en moins de temps qu'il faut pour le dire, et à ce moment-là, c'est adieu la mare. La serre,
Donc la serre dans laquelle on fait, comme le lieu est voué aux fruits, aux petits fruits, la tomate est un fruit. Donc on fait des tomates, mais on fait aussi des melons au sol. Les tagettes sont là pour perturber un peu les insectes, en les attirant par les couleurs, mais aussi avec les odeurs. Il y a de la rue officinale. Alors ruer, ça veut dire puer en fait en wallon. Donc c'est vraiment sentir mouais des braques, hein. Donc c'est une plante, c'est vrai, la rue officinale, quand on prend, qu'on sent, ça sent pas super bon, mais là aussi ça perturbe les insectes. Donc ça empêche un certain nombre d'insectes de venir s'installer et de... On a des belles tomates là, hein. Il y en a une ou deux qui... Enfin, il y en a une là qui doit bien faire son bon kilo. Tout ceci a commencé d'ailleurs par un article dans la presse, dans le courrier de l'Escaut, hein, où il y avait une tomate sur une balance et on voyait l'écran de la balance et il y avait marqué 850 grammes. Et le petit chapeau en dessous de l'image, c'était qui dit mieux. Et donc j'étais dans ma serre, pas dans celle-ci parce qu'elle n'existait pas, mais dans la petite serre qui était là-bas. Et j'ai regardé mes tomates et j'en ai trouvé une qui me semblait bien. Je l'ai coupée, je l'ai ramenée chez moi, je l'ai mise sur la balance et ça faisait 1,3 kg. Donc j'ai pris la même photo, hein, la photo de la balance avec la tomate, 1,3 kg. Je l'ai envoyée à la rédaction. Le lendemain dans le journal, il y avait marqué « Qui a la plus grosse ? Pascal de Lessines ». Je dis « Bon, ok, ça c'est fait ». Et alors après ils m'ont appelé en me demandant s'ils pouvaient venir filmer. Et bon, je m'intéressais à la permaculture, j'avais commencé à lire, etc. Et puis c'est passé sur le web dans le courrier de l'Escaut. Le lendemain j'avais le soir, oui, il y a eu le soir, il y a eu la RTB, journal de 13h, etc. Enfin bref, tout le monde voulait voir la tomate d'1,3 kg. Et voilà, donc ça a été le gros engouement pendant une semaine autour des grosses tomates et des gros légumes. Et puis c'est vrai que ça m'a conforté dans l'idée que j'avais que c'était là que je prenais mon pied à faire ce genre de choses, quoi. Et petit à petit, ben voilà, c'est la graine de tomate qui a germé. Et je crois qu'1 an et demi plus tard, j'avais changé de vie, quoi. Les muroises. La muroise qui est un hybride entre la mûre et la framboise. Donc c'est une liane comme la mûre, hein. On a vu que c'était assez volubique. Et ça fait des très longs fruits qui sont soyeux comme les framboises, qui sont très gros comme les mûres, et qui sont qui sont sucrés mais un petit peu plus acidulés que la framboise. Un peu comme les petits bonbons en forme de nounours, là, les petits bonbons sûrs qu'on allait acheter chez le petit libraire à côté de l'école en sortant, hein, on a tous fait ça. Donc les petits bonbons sûrs, ben c'est un peu ça la muroise. Donc c'est vraiment pas mal, c'est pas mal en fruits de table, c'est pas mal aussi en transformation. C'est une liane. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, a gardé son caractère mûr très très fort. L'autre, de l'autre côté, est complètement glabre. Donc quand il faut travailler pour le palissage, ben ici c'est un peu difficile parce que c'est avec des gants et puis on se fait taillader de partout. De l'autre côté, c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, ça marche super bien. Aussi bisannuel, donc ça c'est la canne qui a poussé cette année-ci, que je vais palisser et qui me donnera les fruits l'année prochaine. Et ces cannes-ci, ben, elles vont être taillées, terminées. Donc les framboisiers, les mûriers, les muroises, tout ça demande une... Alors les myrtillers, c'est une grave erreur, ouais. En fait, puisqu'en fait on n'a pas du tout une terre à myrtiller. On peut faire de la myrtille ici, mais ça me demande de changer le sol. Plutôt acide. Donc, ah oui, je dois acidifier le sol. Donc ici, on a mis voilà, on a creusé un trou, on a mis de la terre de bruyère, etc., mais c'est pas assez. Donc je me suis après bien renseigné. Si je veux faire de la myrtille, ce que je dois faire, c'est une tranchée à peu près 1 mètre de large, à peu près 65 cm de profondeur, enlever toute la terre, bâcher
Et cette fois-ci avec une bâche qui va pas partir, donc pas avec mon PLA. Je devrais véritablement mettre un feutre, donc pas un EPDM, hein, c'est pas une rivière sauvage qu'on fait, c'est cultiver du myrtillier. Donc ça c'est ma fille qui me dit que je vais devoir y aller. Effectivement, donc je continue et puis je vais la chercher. Donc ici on va devoir bâcher, on va devoir mettre une terre acide, faire une butte parce que tout ça va se tasser, venir placer les myrtillers au-dessus. Tout ça va se tasser et à ce moment-là, les myrtillers sont dans un sol acide et on doit continuer à les maintenir un peu comme quand on maintient un patient sous perfusion, donc à vérifier que le caractère acide de la terre persiste, quoi. Or, enfin voilà, ici on a une terre argilo-limoneuse, parfois sablo-limoneuse, ça dépend où on se trouve, mais on n'a absolument pas une terre à myrtiller. Donc c'est possible, mais au prix d'un changement de sol. Alors, est-ce qu'on a envie de changer le sol? Oui, non, ça c'est... Après, ça devient de la philosophie, quoi. Des conifères ou bien? Ça va aussi foutre en l'air. Ben de la oui, enfin, le myrtillier, il va pousser dans des clairières, effectivement, que des clairières dans des sapinières. Véritablement en dessous du sapin, il va pas pousser non plus, parce que là, il n'a pas de lumière. Donc voilà. C'est pas un sol pour des myrtillers. Donc ben, on a choisi de cultiver. Donc ils sont là et tant qu'ils nous donnent 3 myrtilles, ben, on ne va pas les enlever. Mais voilà, à refaire, je ne mets pas les myrtillers. Et la haie ici est une haie, en fait, est une haie mellifère. Hein, donc ce sont que des plantes qui, entre la fin du mois de février et la fin du mois de novembre, vont produire des fleurs. C'est pour ça qu'on voit ici, enfin au niveau des butineurs, etc. Ben on en voit. Il y a en permanence, il y a des fleurs, tout le temps, depuis l'hiver jusqu'à l'automne. Et ça, encore une fois, pour attirer les pollinisateurs, puisque je fais des fruits, des petits fruits, ben, ce sont mes meilleurs alliés. À moins, encore une fois, d'avoir des enfants avec des pinces à épiler qui vont prendre du pollen d'une fleur pour aller mettre sur l'autre, mais sinon, on n'a pas encore trouvé mieux que les insectes pollinisateurs. Donc là, ben voilà, on voit les papillons, on voit les abeilles, les cirfes, les bourdons. C'est surtout eux qui font le boulot. Voilà. Je vous rends à Fabian. Le fromage japonica, il coûte cher, non? Je sais plus. Ça, je sais plus. Bah oui, ce sont des arbres, effectivement. Et quand on dit fleur, c'est pas toujours extraordinaire. Hein, c'est parfois une feuille verte, hein, enfin une fleur verte. Donc la fleur ne se voit pas véritablement. Quand on voit la fleur du noisetier, par exemple, c'est pas une débauche de couleur, mais c'est une fleur qui est là, qui a du pollen et que les insectes viennent butiner, quoi. Et c'est le seul endroit, je dirais, sur le terrain où on s'est permis des plantes un peu exotiques, effectivement, de manière à pouvoir avoir cet empan en fait de fleurissement, quoi. Sinon, partout, ce sont des endémiques.